La transmission est-elle un piège à con? Question que je vous pose ce soir dans ce podcast, un peu provocateur, je le concède bien volontiers, mais pour vous livrer ma vision de l'héritage, de la transmission. J'ai effectué des travaux de recherche il y a plusieurs années sur cette question, donc j'ai épluché pas mal de livres, de parutions, d'ouvrages, d'études universitaires sur le sujet, et j'en suis arrivé à la conclusion que la transmission, l'héritage, était un piège à con. Alors, il ne s'agit pas là de prendre quand même les devants un peu des critiques, parce que voilà, c'est quand même mieux. Il ne s'agit pas là de critiquer ceux qui feraient des choix d'investissement immobilier en vue de la transmission. Pour la simple et bonne raison que ce serait absurde. Imaginons que demain j'ai un enfant qui soit malade ou qui soit à vie sur un fauteuil roulant suite à un accident. Évidemment que toute ma vision serait chamboulée et à ce moment-là, je vais peut-être revoir ma philosophie et vouloir réaliser suffisamment d'investissement de manière à vouloir transmettre. Notamment par exemple en SCI à l'IS, qui reste le véhicule d'investissement parfait pour transmettre. En tout cas le plus efficace. Bon, donc il ne s'agit pas de porter un jugement sur ceux qui, aujourd'hui, hier ou demain, investissent pour transmettre, dans un but principal ou dans un but unique de transmission. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de comprendre à l'aune de l'évolution démographique pourquoi la succession devient de plus en plus, génération après génération, un piège à con. Donc je m'explique. Il y a une évolution démographique dans tous les grands pays industrialisés, et c'est très heureux, même si ça pose un certain nombre de problèmes, notamment de financement des retraites, qui est une évolution démographique où l'espérance de vie augmente. Ça veut dire que nous allons vivre statistiquement plus longtemps que nos parents, et nos enfants vivront statistiquement plus longtemps que nous. Bon, ça c'est un constat fait par les démographes qui est implacable. Et c'est tant mieux. Mais il y a un facteur qu'on oublie trop souvent qui est l'espérance de vie en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui en France, elle est de 64 ans. Ce qui est quand même pas énorme. Alors que l'espérance de vie tout court est plutôt de 80 ans. Ça veut dire que statistiquement, en moyenne, les Français n'ont pas de pépins de santé majeurs avant 64 ans. Après, à partir de 64 ans, c'est une autre histoire. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nos parents nous ont eus à 25 ans et que ils vivent un certain temps, imaginons par exemple que notre mère s'en aille à 85 ans, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, ça aussi c'est un fait implacable, et notre père s'en aille à 75 ans. Nous héritons par définition, a priori, dans ce cas, sauf testament particulier, à 85 ans, ou plutôt quand notre mère, donc, à 85 ans, et qu'elle meurt. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons 60 ans. Donc nous n'avons plus que 4 années de vie en bonne santé, statistiquement parlant. Or, rappelez-vous du podcast que j'ai fait sur Tim Ferriss samedi soir, où je reprenais la théorie de Ferriss qui disait que la liberté était finalement la résultante d'un triptyque temps, mobilité, argent. Mais là, si je suis a priori pas en bonne santé, je ne vais pas pouvoir profiter de mon argent, de l'héritage, puisque de toute façon, je n'aurai pas l'occasion de dépenser. Je ne vais pas pouvoir voyager, je ne vais pas pouvoir bouger, je vais mener une vie complètement sédentaire. Et donc, cet argent-là, je n'aurai pas l'occasion de le consommer, je n'aurai pas l'occasion de le dépenser. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais thésauriser, comme on fait en France depuis des siècles et des siècles. Je vais éventuellement investir, notamment sur des produits boursiers. À cet âge-là, a priori, on ne fait plus trop d'immobilier. Et je vais transmettre. Ok, je vais transmettre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vivre peut-être jusqu'à, 80 ans, 85 ans, voire plus, puisque, je le disais à l'instant, l'espérance de vie augmente. Et donc, mes héritiers, eux, ils vont hériter peut-être encore plus tard que moi.
C'est-à-dire peut-être pas à 60 ans, mais peut-être à 62, 63 ans. Et ainsi de suite, génération après génération. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en réalité, l'argent dont on hérite, finalement, on n'aura pas d'autre choix dans les faits que de le transmettre à notre tour. Et donc, de génération en génération, cet argent-là, hérité, va être transmis. Il n'y aura pas de choix que de la transmission, pour résumer. Donc, pourquoi c'est un piège à con? Excusez-moi, j'ai été coupé par une distraction. Pourquoi c'est un piège à con? Parce que, justement, celui qui s'attend finalement à hériter, celui qui attend l'héritage, ne pourra même pas se servir de l'héritage. Et il n'aura pas d'autre choix, lui-même, que de transmettre. Donc, l'héritage n'a plus d'utilité, en tout cas de moins en moins, avec l'allongement de l'espérance de vie, puisque de toute façon, il ne peut pas être utilisé, puisque nous ne sommes pas suffisamment en bonne santé pour pouvoir l'utiliser. Voilà ce que je dis tout simplement. Donc moi, je vous invite à vous interroger là-dessus, parce que dire « je veux transmettre », c'est une chose, mais encore faut-il savoir à quoi ça va servir. Si vous transmettez, mais que derrière, les héritiers qui sont les vôtres ne vont rien pouvoir faire de votre héritage, c'est pas exactement peut-être ce que vous avez souhaité au départ. Parce que ça va se transmettre de génération en génération, peut-être sur 5, 10, 15, 20 générations, mais est-ce que c'était vraiment votre objectif que d'enrichir la 5e, la 10e, la 15e ou la 20e génération après vous? Posons-nous la question collectivement. Est-ce que c'est vraiment l'objectif d'une transmission? Alors que, encore une fois, dans le cas particulier d'un enfant malade, d'un enfant dont on sait qu'il pourra malheureusement jamais travailler, bon ben là il y a une justification qui est valable et qui est limpide et qui est indiscutable. Bien sûr que dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Et moi j'ouvre le débat dans tous les autres cas. Et je dis, finalement, après réflexion, à cause de ce critère démographique de l'espérance de vie qui s'allonge et de l'espérance de vie en bonne santé qui ne nous permet pas justement finalement de profiter pleinement de l'héritage quand on touche, au moment où on touche finalement l'héritage, bien est-ce que l'héritage ne serait pas un piège à con? Est-ce que finalement l'héritage ne serait pas illusoire pour celui qui l'attend? C'est le débat que j'ouvre à travers ce podcast et j'espère que cette réflexion qui est la mienne, vous pourrez vous en servir pour faire vous-même votre propre réflexion et peut-être orienter demain vos investissements immobiliers en fonction. Parce que si vous considérez comme moi que l'héritage est un piège à con et que vous n'avez pas de raison particulière finalement de transmettre, parce que vous n'avez pas d'enfant ou parce que c'est philosophiquement quelque chose qui vous gêne de transmettre, alors vous allez peut-être faire des choix d'investissement immobilier qui vont justement correspondre à cette vision des choses. Et donc vous allez peut-être investir en nom propre, ce que je fais moi principalement. Vous allez peut-être créer une société de marchand de biens, mais revendre tout de suite pour éviter justement le sujet des amortissements, dont je parlerai très vite dans un nouveau podcast, parce que c'est très intéressant les amortissements, comptablement et fiscalement surtout. Et donc vous allez peut-être également investir en SCI à l'IR, par exemple, pour pouvoir ne pas être pénalisé à la revente. Ou en tout cas moins qu'en SCI à l'IS. Vous allez peut-être vouloir investir en société en nom commercial à l'impôt sur le revenu. Vous allez peut-être vouloir investir en SAS à l'IR, vous allez peut-être vouloir investir en SARL à l'IR, etc., etc. Donc il y a plein d'options qui vont s'offrir à vous quand vous allez faire cette démarche finalement de dire je suis attaché au vivre libre et mourir pauvre, je ne souhaite pas transmettre. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer ceux qui souhaitent transmettre, ce n'est pas le sujet. Je dis juste que si vous empruntez cette voie-là et si vous partagez ma vision, vous allez devoir en tirer les conséquences pratiques, comptables, fiscales, pour votre société, pour vos investissements. Et en tirer les conséquences, ça veut dire finalement choisir les statuts qui vont correspondre à cette philosophie. Emprunter une stratégie de création de société, une stratégie fiscale, une stratégie comptable qui va finalement
rentrer en cohérence avec cette vision, avec cette philosophie. Voilà simplement ce que je suis en train de dire. On ne juge pas, on essaye juste de montrer qu'il y a plusieurs visions des choses possibles. Et si vous partagez ma vision des choses, il faudra bien sûr être cohérent dans les choix que vous allez faire ensuite. Voilà ce que je voulais vous partager comme réflexion ce soir. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. On parlera très prochainement des amortissements qui justement finalement sont capitaux, sont absolument essentiels pour aller au fond du sujet justement de la transmission notamment, ou du rejet de la transmission. Bonne soirée et à très vite.